Bonjour et bienvenue sur CVADP. Donc aujourd'hui, dans l'émission Le Puzzle de la vérité, on a une vérité toute particulière à faire circuler. Et pour cela, j'ai donc mes invités. La première partie avec Martine Bennett et Claude Dio. Donc que je vais. Est-ce que vous êtes là? Bien sûr que vous êtes là. Oui, bonjour. Et enfin, une amie, donc qui est un petit peu, pour l'instant, journaliste, enfin dans sa manière d'être, elle va m'aider, d'accord? Et je fais venir Stéphanie. Stéphanie, tu es là? Oui, moi je suis là, je n'ai pas bougé. Bonsoir. Bon, voilà, nous sommes là, nous sommes en présence, et aujourd'hui, le petit aparté qu'on fait, qui va être un peu plus court que les émissions d'habitude, c'est pour parler d'une plainte. On est d'accord? Une plainte à la CEDH. Alors, pour l'instant, la maîtresse de maison dans ce domaine, c'est Martine. Martine, tu vas expliquer quel est le but réel de cette plainte et les raisons. Et après, nous, on te posera 2-3 questions pour voir si on comprend tout ce que tu nous dis. C'est parti, Martine? C'est parti. Bon. Alors, il s'agit de faire respecter les droits fondamentaux des commerçants, des artisans, mais aussi des citoyens, hein, puisque, en l'occurrence, le dossier qu'on vient de perdre, c'est un dossier pour prendre 14 000 m² de terre fertile pour faire un énième centre commercial. Et on s'est aperçu dans le jugement qu'on vient de recevoir qu'il n'y a absolument pas de motivation pour rejeter notre recours. Et Alors, attends, pire, Martine, il faut que tu dises sur quelle zone ça se passe, cette affaire-là. Parce que les gens vont écouter, mais ça se passe où exactement? le terrain? Ben, oui, Alors, oui. le terrain, voilà. Le projet d'implantation, ça se passe à Caluire, dans le Rhône, et c'est au milieu des terres maraîchères qui ont été déclassées sur le plan local d'urbanisme pour faire des centres commerciaux. Mais à l'heure actuelle, ces terres sont vierges et tout autour, il y a des plantations agricoles. Donc voilà, le projet, c'est encore une énième fois un centre commercial, sachant que la France détient le record des mètres carrés par habitant par rapport à l'Europe. Alors déjà, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle, d'accord, dans ce que tu dis là, donc ça se passe sur une commune, donc, mais jusqu'à preuve du contraire, celui qui change la destinée des terres d'une commune, c'est quand même sous l'autorité du maire, si je ne m'abuse. Ah bien sûr, c'est le maire qui enclenche la modification du règlement de la protection des sols. D'accord. C'est en amont, c'est déjà un projet qui est prévu depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on a des terres maraîchères et on transforme le plan local d'urbanisme pour pouvoir justement implanter une grande surface. Bon, dans cette affaire, au-delà de la conversion des terrains, je pense qu'il y a un business sur la conversion de la valeur des terrains qui est colossal. Alors, nous, on n'a pas, on a des sujets justement où les terres, ils partent du simple au double ou du double au quadruple, c'est-à-dire que ça se multiplie par 2 à chaque fois qu'il y a un intervenant. Ouais. Mais là, sur ce dossier-là, on n'est pas intervenu par rapport à ça, on est vraiment intervenu pour protéger ces terres. D'accord. On parle que du volet, protégeons la terre agricole ou l'espace agricole, enfin, d'accord, par rapport au terrain commercial. Donc maintenant, donc la démarche que tu vas entreprendre, comment tu l'actives? Alors donc, c'est nous, étant donné qu'on est des commerçants, on ne peut attaquer que l'autorisation d'exploiter qui a été délivrée par la commission qui se tient à la préfecture, mais aussi après on a fait un recours à la commission nationale et la commission nationale n'a pas pris en compte la préservation des terres agricoles. Alors, elle motive ça comment? Elle motive ça comment? Ah mais elle écarte totalement. Elle écarte de comment des motivations. C'est un volet qui est pas pris en compte. Alors c'est ce qu'on dénonce, c'est ce qu'on a dénoncé auprès du Conseil d'État, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, on a une directive européenne service qui permet justement, avec des raisons impérieuses d'intérêt général, de faire valoir ces terres agricoles. Mais le souci, c'est que
la France ne veut pas transposer cette directive qui permettrait justement de préserver ces terres agricoles. D'accord. Donc, on va devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État bis repetitas, il ne prend pas en compte la directive européenne service et il nous déboute comme ça, sans motivation. Donc, si tu veux, on est débouté dans un dossier pour lequel on n'a pas du tout d'explication pourquoi on nous a rejetés. Alors que nos statuts nous permettent justement d'aller sur le cadre de vie, l'environnement, voilà. Alors, toi, ce que tu dis là, moi, ça me rappelle un autre effet pervers de la justice, des mécanismes de la justice, d'accord? Donc, si j'avais un petit parallèle à faire par rapport à ce que tu vis, c'est exactement la même chose que quand tu poses ou tu déposes une plainte pour un faux en écriture, parce que ça existe les faux en écriture, bien entendu, et avec la discussion que j'ai eue avec un juge, il m'explique que le faux en écriture, qu'il soit administratif, qu'il soit judiciaire, tout ce que tu veux, la manière qu'ils ont de le contrer, c'est très simple. Le fait que tu attaques dans une procédure de faux en écriture, ils considèrent et ils se retournent contre toi en disant que tu fais de la diffamation, du chantage ou de la menace. Ce qui fait que tu verrouilles la plainte d'origine et c'est toi qui deviens le coupable de l'acte que tu dénonces. Voilà. Eh ben toi, c'est presque le même mécanisme, d'accord? C'est le même mécanisme, sauf qu'au lieu que ça touche du côté judiciaire, c'est du côté administratif, d'accord? Ou à la limite, ce que tu dis, ben, ça les intéresse même pas. Ouais. Mais c'est un peu, mais c'est un peu la même chose quand des experts sont très légers dans leurs expertises, voire font des expertises qui sont, on peut les qualifier de malhonnêtes, mais en tout cas, elles sont pas, elles font pas preuve d'expertise, justement. Elles sont pas loyales, voilà, elles sont pas loyales. Exactement. Et ce n'est pas possible d'aller contrer des experts. Mais et en fait, tout est comme ça, c'est-à-dire que tout est cloisonné, tout est verrouillé, et qu'à chaque fois, il faut apporter la preuve de sa bonne foi, la preuve de ceci, la preuve de cela. Et pendant ce temps-là, tout perdure. Moi, je me disais, depuis que cette directive européenne est passée, c'était en 2000. Alors, elle a été votée, elle a été officielle le 12 décembre 2006, mais elle est applicable obligatoirement en France le 28 décembre 2009. Voilà, 2009. Donc, 2009, ça fait 13 années. 13 années, ça a coûté combien à la France de ne pas appliquer cette directive? Est-ce qu'on sait quantifier ce que ça a coûté comme amende? Alors, c'est même pas les amendes, c'est combien ils ont liquidé de petites entreprises, de petites industries, de paysannerie pour pouvoir, puisque justement, cette directive permettait de restreindre justement le gaspillage des terres agricoles et tout ça. Et donc, mais qu'on comprenne tous quand même très bien. C'est-à-dire que toute cette espèce de truc qui est une pieuvre, parce qu'il n'y a personne de responsable, on n'arrive pas à choper quelqu'un en disant c'est vous qui avez la responsabilité, mais on a quand même 300 et des brouettes d'élus au Parlement qui vont là tous, enfin qui sont tous en train de se précipiter pour se faire réélire ou se faire élire dans le mois qui vient. On a quand même pléthore d'élus à Bruxelles, toutes tendances politiques confondues, on en a au Sénat et on en a en local. Il est quand même absolument effarant que sur certains dossiers, la transcription des directives européennes se fasse dans l'immédiat et que la France montre qu'elle est fondatrice de l'Europe et qu'elle avance plus vite que les autres, et que là, sur un truc qui détruit l'environnement, à tous les niveaux, parce qu'on ne parle pas de biodiversité, mais on pourrait aussi parler de ça, détruire les commerçants, les artisans, les centres-villes, etc., il n'y a personne qui bouge. Mais c'est juste édifiant, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des montants financiers qui sont extraordinaires. Donc, la question que moi, je pose toujours, c'est à qui profite ce crime? Puisque c'est d'intérêt général. Mais pas qu'à la grande distribution, il y a ceux qui signent, il y a celui qui signe le permis de construire, parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il se désengage. Alors, pour revenir justement à ce que tu disais, qu'il n'y a personne de responsable, mais c'est parce que justement,
non seulement ils n'ont pas appliqué la directive européenne service, mais ils n'ont donné aucun droit de recours à personne. Alors, les îles, c'est qui? C'est de nos députés. La gouvernance, en fait. Ouais. C'est les responsables, les ministres responsables qui doivent transposer la directive européenne service, qui ne l'a jamais fait, et que quand nous, on porte plainte aux députés et aux sénateurs, ils ne nous écoutent pas justement pour pouvoir mettre en place la charte des droits et la charte des droits fondamentaux. Mais donc, là, voilà, ça fait 40 ans depuis la loi de décentralisation que les maires ont en main le permis de construire, la signature du permis de construire, et qu'ils n'ont absolument aucune contradiction puisque personne ne met un droit de recours effectif. Alors avant la charte des droits, bon, il ne l'appliquait pas, mais on avait des critères. On avait un critère de densité commerciale, on avait le critère à l'emploi, il y avait les amendes pénales. Mais après, dans la loi de 2008, ils ont supprimé toutes les contraintes. Arrive la directive européenne service qui impose de préserver l'environnement urbain, de lutter contre les fraudes. Ils n'appliquent pas la directive européenne service. Ils n'appliquent pas la charte des droits fondamentaux. Et voilà où on en est, c'est qu'on a des centres-villes complètement pourris, complètement déglingués. On ne sait pas combien il y a de liquidations. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 60 000 liquidations par an. C'est pas n'importe quoi, 60 000 liquidations par an. Eh bien, il n'y a pas de commission d'enquête, il n'y a pas de rapport. Tout ça se passe comme ça en catimini, parce que depuis 40 ans, ils se sont arrangés pour ne pas avoir de droit de recours. Donc, ils n'appliquent pas la directive européenne service, ils n'appliquent pas la charte des droits pour rester dans leur circuit, dans leur système, sans droit de recours. Alors, tu vois, ce que tu dis là, ça rejoint et ça recoupe d'autres choses que tu vois dans le monde en France. Je vais te donner un exemple concret parce que on va toucher le monde agricole, mais je vais faire un petit parallèle pour que tu comprennes. D'accord? Quand ils respectent pas les lois, de temps en temps, ils en pondent pour pouvoir faire des conversions, pour pouvoir faire des manipulations. Et je vais te donner un exemple très simple, notamment ce qui s'était passé en Normandie il y a quelques années, d'accord? Quand ils ont inventé les quotas laitiers. Est-ce que tu sais les conséquences que ça a eu, les quotas laitiers? Parce que les gens ne se rendent pas compte, alors que tout le monde en a entendu parler. Les fermes n'avaient plus le droit de faire du lait. Elles ont perdu de la valeur. Et tu sais ce qui est arrivé en Normandie, en Basse-Normandie, en Haute-Normandie? Les fermes ont été achetées par des propriétaires de chevaux pour devenir des haras. Et là, tu as un mécanisme de la course qui s'est mis en place avec du blanchiment d'argent par le biais des chevaux. Alors, n'allez pas croire que c'est fait innocemment. Mais en fait, tout est lié à cette histoire d'offshore, tout est lié à cette histoire de banque de gestion de fortune. Je l'avais dit lors de l'émission précédente le mois dernier, c'est qu'en fait, tous les propriétaires de centres commerciaux sont tous des clients de banques de gestion de fortune. Ça, moi, je suis un témoin privilégié par rapport à ça. C'est la même chose sur les propriétaires de haras, d'ailleurs, propriétaires de chevaux. C'est la même chose dans tous les domaines d'activité qui ont d'un côté amassé énormément d'argent pour un petit nombre de personnes et de l'autre côté, en même temps, je n'aime pas l'expression, mais c'est en même temps, a complètement licencié, paupérisé une grande majorité de la population. Et c'est pour ça que c'est complètement hallucinant quand on parle sur des dossiers où on n'est pas concernés les uns les autres, mais mine de rien, on l'est quand même tous parce que c'est de l'intérêt général, et qu'en fait, il n'y ait pas une prise de conscience collective, il n'y ait pas plus de gens qui se disent, mais moi aussi, je suis consommateur de ces galeries marchandes. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou, hein? Alors, évidemment, moi, j'ai la chance que j'ai... Il n'y a personne qui veut lier toutes les conséquences les unes aux autres. Mais non, parce que c'est fait exprès. Parce qu'on ne parle que des conséquences, justement, aussi. On ne parle pas des causes. Justement, le but, et c'est un peu la démarche des émissions que je fais par rapport au puzzle de la vérité, parce que c'est des maillons qui doivent se rassembler. Tu dois montrer que toutes les choses se tiennent. Alors, si tu prends simplement ce que tu vis avec la plainte de la CEDH, qu'on le veuille ou non, tu as un maire qui est responsable, tu as un préfet qui est responsable, tu as un député qui est responsable, tu as un sénateur qui est responsable sur ta même zone. Mais ces gens-là,
crois pas qu'ils le font gratuitement. Ils ont un intérêt financier qu'il y a derrière. Faut jamais l'oublier. Ils se tiennent tous. C'est pour ça qu'ils se tiennent tous pour pas mettre en place le droit de recours effectif. Mais bien sûr. Donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et c'est il y a la notion de rendre des comptes. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit français. En anglais, c'est le mot accountability. Et si vous allez dans les pays nordiques, la Suède, la Norvège, le Danemark, etc., le fait que les élus rendent des comptes, mais c'est dans l'ADN de chacun. Nous, je ne sais pas si c'est parce qu'on est latin, je ne sais pas qui pourrait expliquer ça, ce sont des sociologues, des psys, des historiens, je ne sais qui, mais enfin, il y a un laxisme avec justement cette justice à deux vitesses, faible avec les forts, fort avec les faibles. C'est tout ce qu'on a expérimenté les uns les autres. Et que c'est pour ça qu'il faut absolument trouver des solutions en se fédérant et en se soutenant les uns les autres, parce qu'on arrive à… Justement, là, j'en profite dans ce que tu dis là, pour que nous, ensemble, quand on en parle, là, il y avait un outil que certaines personnes avaient imaginé pour pouvoir empêcher cette turpitude de s'installer. C'est quand on a un élu qui ne respecte pas sa parole, ses engagements, il faut installer ce qu'on appelle la révocation. C'est-à-dire que le peuple serait à même de pouvoir révoquer un élu qui ne respecte pas les règles. D'accord ? Et là, il y a un travail de fond qui est colossal à faire, hein, parce qu'on n'est pas au bout. Mais le souci qui a été bien mis en place, c'est justement, étant donné qu'il n'y a pas de droit de recours, on ne peut pas étaler les conséquences. Il n'y a jamais de rapport en disant, voilà, je fais ce recours parce que je sais que derrière, il va y avoir 60 commerçants qui vont fermer, c'est 60 familles qui vont être ruinées, c'est 60 familles qui vont aller dans les tribunaux. On ne va pas savoir, on ne va pas s'occuper si les gens vont aller dormir dans leur camion, dans leur caravane, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne sont absolument pas responsables et la justice n'établit pas les comptes. Non, mais bien sûr, mais c'est normal. Ils pratiquent ça depuis longtemps. C'est comme si on disait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on avait un jugement, un vrai jugement, parce que là, quand je lis ce que dit le Conseil constitutionnel, la justice, avant de donner, elle doit montrer comme elle fait, des gages soient donnés, des comptes soient rendus aux partis comme à la société. Mais elle ne fait jamais de compte rendu puisqu'elle déboute. Dans un jugement, on doit dire, voilà, je reconnais, ils ont violé le PLU, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais comme ils nous déboutent, il n'y a jamais de compte rendu qui dit qu'ils ont mal fait. Donc alors la CEDH, justement, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dessus? Elle reçoit une plainte, elle voit effectivement que le pays en question n'applique pas la directive. Et donc, derrière. Voilà, déjà, c'est que le jugement, c'est quand même un jugement du Conseil d'État, hein, on est quand même à la plus haute juridiction. La plus haute juridiction n'a pas fait de motivation dans son comment ça s'appelle, dans son arrêté. Et en plus, c'est un dossier qui a été déposé, qui a été examiné, on en a discuté à l'audience. À l'audience, le dossier a été discuté et quand arrive le jugement, on nous dit recours rejeté. Mais c'est ce qu'on appelle le mécanisme des irrecevabilités. Hein, d'accord ? Non, mais l'irrecevabilité, elle est jugée normalement dans les 3-4 mois qu'on dépose un dossier et la Cour, elle nous dit le dossier est recevable ou pas recevable. Elle ne va pas jusqu'au rapporteur public. Là, on est allé jusqu'à l'audience. C'est à l'audience qui te déboute sur la manière de demander, en fait. Non, il a été reçu. Il a demandé d'annuler le permis de construire. On a toute la motivation qu'il a dit à l'audience du 24 mars. Le rapporteur public a dit qu'il fallait annuler la décision parce que ça, c'était pas respecté, ça, c'était pas respecté. Et le jugement, c'est le recours n'est pas admis. Et on marche sur la tête, là. Donc là, ça veut dire que maintenant, le seul recours que tu as, c'est d'enclencher la plainte. C'est la Cour des droits de l'homme. C'est même pas la Cour de justice, c'est la Cour des droits de l'homme. Parce que là, vraiment, ils n'ont pas respecté les droits fondamentaux.
Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut enclencher une procédure qui va avoir un coût, parce que là, il faut en parler quand même. Ah ben là, oui, alors là. Ça va avoir un coût. Donc toi, pour enclencher ça, c'est un budget qui va être estimé à combien, grosso modo? 12 000 euros, nous a dit l'avocat. Hein, parce que, 12 000 euros. Voilà, oui. Parce qu'on n'a pas de, on n'a aucune jurisprudence sur ces dossiers. Comme ils ne veulent pas juger, on démarre une procédure du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire qu'il n'y a pas de droit de recours contre les maires. Il faut repartir de 1982. Mais là, en l'occurrence, sur ce dossier dont vous parliez, là, qui était à côté de Lyon, ou en tout cas qui est dans le Rhône, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un soutien d'associations locales ou de, je sais pas, des gens qui battent pour la biodiversité ou pour l'emploi en Rhône-Alpes ou je ne sais qui? Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on aimait faire une émission avec Christophe, c'était déjà d'expliquer le processus. Parce que quand tu écris à quelqu'un et tu dis, voilà, je vais faire un droit de recours, c'est assez compliqué d'expliquer ça sur 3-4 pages. Avec une vidéo, comme on explique. Là, si vous voulez, je peux reprendre les terres agricoles. Alors, vas-y, montre, mets plus devant, voilà. Donc ça, voilà. D'accord. D'accord. Donc là, ce sont des terres agricoles. Ici, on voit bien que c'est des plateaux de maraîchers. D'accord. Ouais. Donc, ce sont des terres agricoles. Voilà, c'est les terres des lièvres, hein, plus précisément. Et voilà, et ils vont refaire encore un centre commercial. Voilà. D'accord, d'accord. Donc là, ça c'est. Donc là, bon, là, bien entendu, il y a du business qui est derrière ça. Ça me paraît évident. Voilà. Donc c'est pour ça. On sacrifie des petits pour mettre des gros à la place. C'est toujours comme ça. Et puis l'alimentaire, parce que quand on sait la résilience alimentaire qu'il faut faire, il vaudrait mieux donner ces terres maraîchères, c'est des terres maraîchères, il vaudrait mieux les donner aux terrains partagés, aux jardins partagés. Alors donc, là, ce qui est important, c'est de boucler maintenant la partie financière. Il faut arriver à boucler la finance qui est nécessaire. Donc, si tu dis qu'il y a une enveloppe, grosso modo, entre guillemets, sous réserve de faire des économies, mais on dit un budget de 12 000 euros pour avoir la certitude d'aller au bout. Donc, pour l'avocat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille à l'Europe, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il fasse beaucoup de recherches. Alors, je te dirais, parce que moi, je connais aussi des avocats avec qui je travaille sur l'Europe. On ne sait jamais, ça peut aider. Hein, ça peut aider à faire baisser peut-être le prix un peu. Peut-être, je ne sais pas, je te dirais ça. Donc là, ce qui est important maintenant, c'est de voir la mécanique de souscription que tu as mis en place, de donation, de dons, de comment on peut aider financièrement. Je crois que tu passes par une association qui s'appelle Hello Asso, c'est ça? Voilà, tout à fait. On a monté une cagnotte. Tu as créé ce qu'on appelle une cagnotte, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, on mettra le lien dans le bout de l'émission parce que ça sera important. Elle est par le biais de ton association, puisque tu ne peux passer que par l'association. D'accord. Hein? Est-ce que sur ton site, tu auras le lien sur ton site aussi de l'association? Oui, il y a tout sur le site. D'accord. Donc, voilà, et les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. D'accord. Le but, c'est d'arriver à atteindre l'enveloppe des 12 000 euros. Voilà. D'accord. On a 4 mois. Bon, je pense qu'il ne faut pas donner les 12 000 euros. Je pense qu'il va falloir… Non, mais au moins un premier raconte de travail. Voilà, mais c'est des procédures qui durent 1 an, 2 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va durer à la Cour européenne. Alors, parallèlement, on a quand même ressaisi tous les présidents de groupe et le président du Sénat, puisque eux, ils sont quand même encore en activité, hein, pour leur demander justement d'enclencher ce droit de recours et ce droit effectif. Parce que le droit de recours, c'est de pouvoir rester en justice, et le droit effectif, c'est de pouvoir justement dénoncer tous ces maires qui signent n'importe quoi. Non, mais j'en ai conscience et je comprends pas, mais… Bon, on aimerait bien aussi que les candidats aux législatives, là, ils s'engagent pour savoir si, quand ils vont aller à la députation, si c'est pour respecter la Charte des droits de l'homme, c'est les droits de recours, parce que si c'est pour encore avoir des pantins qui en ont rien à faire de ce qui se passe sur le terrain, voilà, c'est ça le souci. Hein. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une partie dans les candidats, dans ce qu'on appelle les candidats libres, d'accord, donc
qui ont une vocation d'aller modifier la structure de la justice en France, tellement elle est pervertie, d'accord? Donc, et moi, j'ai au moins 2 ou 3 contacts que je connais qui se sont présentés uniquement pour ça. Parce que ce qu'ils veulent, c'est aller botter un peu le cul de nos élus, tellement la magouille, elle est partout. Hein, donc, si on n'arrive pas à avoir des citoyens qui font un peu du juridique à l'Assemblée nationale, on n'y arrivera pas. Et l'Assemblée, c'est quand même le lieu où les lois sont votées. Voilà, d'accord. Donc, alors après, tu as un exemple de loi qui est insupportable, c'est comment une dizaine ou une vingtaine d'élus députés peuvent prendre une décision pour un peuple tout entier. D'accord? Ah bah oui, c'est changer la Constitution. Dans une entreprise, si tu n'as pas le quorum, tu ne peux pas décider. À l'Assemblée, ils sont 10 ou 15, ils ont le droit de décider d'une loi. Tu ne trouves pas qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas? Ah mais ils ont tout fait pour eux. Hein. Ah ben, ils font tout pour eux. Hein? Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument réformer, parce qu'on est dans des abus de droit absolus. D'accord? Comment veux-tu que les choses soient respectées? D'accord? Donc là, maintenant, et Stéphanie, elle est bien placée pour savoir tous les abus qu'il y a, hein, d'accord, dans plein de domaines. Et notamment, quand tu commences à trop l'ouvrir et que tu dénonces, alors là c'est comme en justice, hein. C'est la victime qui devient coupable. Vous êtes bien placé pour le savoir, hein. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc il faut continuer le combat, mais donc là, dans votre entourage, vous en connaissez des élus ou qui sont des combattants à ce niveau-là? Ça fait 5 ans que notre député ne veut pas nous recevoir. D'accord. Alors, il sait très bien tous les permis frauduleux qui ont été signés sur sa circonscription. Hein. Ben, tu as le droit de donner son nom au député, parce qu'à mon avis, il doit être compris. Oui, c'est M. Éric Diard. On va prendre l'occasion, M. Diard. Rappelez-vous que vous êtes engagé au début du mois de nous rencontrer le 13. Et depuis le 13, on n'a pas de réponse. Monsieur Diard, tous les jours au téléphone. Vraiment sérieux? Tous les jours au téléphone pour avoir un rendez-vous, on ne l'a pas. Hein. Voilà. C'est comme ça. Mais ils ne prennent pas rendez-vous avec les gens qui dérangent. D'accord? Oui. Mais de toute manière, ils savent ce qu'on revendique. Comment on appelle ça? Voilà. Donc, il n'y a pas de l'intérêt. L'adjoint, c'est pas son adjoint, c'est ça. De toute manière, et toi Stéphanie, tu en penses quoi de tout ça alors, Stéphanie, toi? Moi, je reviens sur ma question de dire la plainte qui sera reçue, parce que c'est quand même l'objet de cette conférence, de cette plainte qui va être reçue à la CEDH. Elle va être positive, elle va être reçue, elle va être instruite. Mettons qu'elle nous donne raison, qu'elle vous donne raison. Qu'est-ce qui se passe derrière? J'espère. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que la France soit condamnée, qu'elle n'a pas respecté sa signature. Parce que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle est obligatoire à tous les membres qui l'ont signée. Donc, ça non, mais je sais bien, mais si je fais un parallèle avec les banques, et par exemple UBS qui a été condamné là, au mois de décembre dernier, si la condamnation c'est de l'argent, la banque s'en fiche. Les banquiers, c'est pareil, ils s'en fichent de payer 20 000 ou 30 000 ou 50 000 euros. C'est une pièce de 1 centime pour n'importe quel citoyen. C'est pour ça que si la France était condamnée aussi à une petite amende de rien du tout, c'est-à-dire que si tous les élus depuis 2009 qui étaient responsables, et donc on vient de parler de déresponsabilité où elles étaient finalement à titre pénal ou à titre je ne sais quoi, ils risquent rien. Est-ce que ça peut leur faire peur? Enfin, est-ce que ça peut… Alors, je pense, notre avocat nous a dit après que les personnes qui ont été spoliées, si on obtient ça, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est les personnes qui ont spolié vont pouvoir se retourner contre la France. Parce que s'ils ils ont tout perdu, voilà. D'accord. C'est une étape en fait. C'est une étape. Voilà. Parce que là, on pourra prendre les dossiers qu'à partir de 2009. Parce que les dossiers avant, comme ce n'était pas obligatoire, donc tous les permis de construire qui ont été signés en violant les droits fondamentaux des commerçants et des artisans, on peut les recenser. On va pouvoir les recenser. D'accord. On peut demander à l'État. Donc c'est quand même une action ultra importante. Oui. Là, ça va changer. Ouais, non, mais c'est bien de le dire. Parce que, okay. Ils n'ont pas vu ça depuis 40 ans. Hein. Depuis 40 ans, ils font ce qu'ils veulent. Si aujourd'hui, le territoire national, il y a toutes les grandes surfaces que l'on a, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu de droit de recours.
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un contact à Bruxelles, mais à mon avis, c'est plutôt les avocats qui devraient savoir ça, pour savoir quels sont les autres pays autres que la France, c'est-à-dire dans les 26, qui n'ont pas retranscrit cette directive? Est-ce que nous sommes les seuls mauvais élèves ou est-ce qu'il y aurait d'autres pays depuis 2009 qui n'auraient pas passé cette directive? Le souci, c'est que nous, on a écrit à tous les députés européens, il n'y en a pas 50 000, hein, ils ne, pareil, ils ne répondent pas. Parce que c'est eux qui devraient poser la question. Dans quel pays la directive a été appliquée. Mais étant donné que la France est le pays le plus, où il y a plus de mètres carrés, ça montre bien que les autres pays sont un peu plus respectueux de l'environnement et de… Il y a un paradoxe actuellement, puisque l'Allemagne s'implante en France par le biais des Lidl. C'est ceux qui trichent le plus. Donc, c'est bien nos élus en tutelle qui ferment les yeux, voire même s'entendent tacitement pour les laisser faire. Nous avons ils trichent le plus parce qu'ils ouvrent des surfaces de moins de 1000 mètres carrés. Mais voilà, ça c'est comment ils font pour y arriver. Mais ils ne pourraient pas y arriver s'ils étaient en Allemagne. En Allemagne, ils ne trichent pas. C'est ce que nous a dit un journaliste. En Allemagne, Lidl, ils ne trichent pas. Quand il vient en France, ils s'installent, ils prennent le principe des mafieux, pareil. Nous, on peut vous dire que ces gens-là, les directeurs de ces appels, il faut qu'on se rencontre, tout ça. Notre principe, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'argent, parce que nous, on ne transige pas sur l'argent. On dit à ce monsieur, on a un avocat, passez par l'avocat si vous avez quelque chose à nous dire. Mais on ne se rencontrera pas quand on est en procédure. Ça ne se fait pas, ça, normalement. Quand vous êtes en procédure, vous n'avez pas interpellé celui avec qui vous êtes contre. Ça ne se fait pas. Déontologiquement, ça ne se fait pas. Mais ils le font. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement de voyou. Ça, c'est pas supportable. Nous, on en arrive à nous. Moi, personnellement, j'ai 78 ans. Quand on m'appelle, je les envoie balader. Et je suis vulgaire même. Ça m'insupporte. Parce qu'ils ont de l'argent, ils achètent tout. Bon, en tout cas, pour finaliser, parce qu'on avait dit qu'on ne durerait pas toute une heure, donc si tu avais un complément d'information à donner, Martine, ou le message à envoyer à ceux qui vont regarder la vidéo, le message final, ce serait quoi exactement? Eh bien, c'est que c'est une porte ouverte de pouvoir aller à la commission, à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la première fois que c'est possible, c'est la première procédure où c'est possible de le faire. Donc, c'est l'occasion ou jamais que les commerçants, les artisans, les citoyens récupèrent des droits pour faire respecter l'environnement, pour faire respecter le cadre de vie, pour faire respecter les petites entreprises qui croulent parce qu'il y a d'abus de position dominante de la grande distribution. C'est un cercle, c'est une pieuvre. Donc, c'est le moment de nous aider pour qu'on arrive au bout et enfin qu'on retrouve un état de droit. Parce que c'est ça le plus important, je crois, c'est qu'on a perdu, toutes ces magouilles ont fait qu'on a perdu un état de droit. C'est la victime, c'est les voyous qui ont plus de droits que les victimes. Et il faut inverser la vapeur. Il faut que la France fasse une chose, respecte ses engagements. D'accord. Elle ne le respecte pas. D'accord. Mais écoute, on va faire suivre le message, n'est-ce pas, Stéphanie? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as un petit mot à dire? Avec plaisir. Moi, je suis en train d'écrire un article, justement, à paraître là dans les jours qui viennent, donc je n'oublierai pas de mettre le lien pour cette cagnotte. Et bien évidemment, je suis très solidaire et j'appelle tout le monde à faire de même, parce qu'on est tous consommateurs et on est tous conscients, à plus ou moins grande échelle, des dégâts que crée justement la destruction à la fois des terres fertiles, mais aussi de toutes ces magouilles financières derrière qui doivent s'arrêter. Enfin, c'est impressionnant de voir que les sanctions ne soient jamais là où elles doivent être. Voilà. Bon. Il faudrait qu'on arrive aussi à enclencher une commission d'enquête parlementaire
pour que tout soit mis à jour et tout On l'a mis à pas plat, fait, ça. qu'on reparte à zéro, parce que si on ne Voilà, repart pas à zéro, ça va continuer. il faudra attendre la prochaine assemblée, à mon avis, hein, parce que là, Oui, pour non, là, l'instant, Ouais, hein, mais- à moins que les sénateurs, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les sénateurs sont responsables de l'aménagement du territoire. oui, Donc, oui, ils ont mais une les part de sénateurs, responsabilité dans ce sens. les Voilà, sénateurs, il a tu écrit, sais, il y si a- tu il y savais a- ce que je pense des sénateurs, bon, Comment? hein, si tu savais ce que je pense des fois des sénateurs, à part Mais je citer pense aussi déjà, il faut interpeller la presse, que ce soit la presse mainstream, bien sûr, comme la presse Mais la indépendante, comme la presse étrangère, parce que tous les francophones, il y en a en Belgique, il y en a en Suisse, il y en a ouais. un peu partout. En tout cas, Voilà, il faut- qui commence aussi à expliquer que la France, qui donne des leçons de morale à tout le monde et qui est fondateur de Voilà. l'Europe, est la première à ne pas respecter le fonctionnement de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que les eurodéputés français ne répondent pas? Ouais, Parce que tout à fait. Et notre président est président du, et justement est à l'Europe. Alors, Et quand on lui envoie un courrier, monsieur Macron, pas président, il est. Enfin, quand on lui envoie un courrier, il nous retourne, il n'y a pas d'adresse indiquée. à l'Europe. Ouais, bon, voilà. Il n'a pas d'adresse. Bon, bah, Nous, on a la preuve. ça fait partie des mensonges institutionnels. D'accord? c'est Ok. comme un petit peu l'asile de Julian Assange et la protection de Julian Assange en France. C'est un peu la même chose. C'est la- Là, je vais mettre ma casquette du coup. Bon, d'accord. Oh, vas-y, mets-la. Bon, en tout cas, ce message-là, on va boucler la vidéo, d'accord? Et puis, on va essayer de la diffuser. Je la mettrai en ligne dès demain matin, ou même ce soir, avant même qu'elle passe sur la chaîne TVADP, d'accord? Puisque je vous la envoierai, comme ça, vous pourrez continuer de la partager et de la faire circuler. D'accord? On fait comme Oui. ça? Et j'oublie de, Rappelle que- je rappelle que tout le rapport du travail de l'association est consigné dans le 418 milliards. D'accord. Bon, bah écoute, tu as bien fait de le rappeler. Voilà, Jeunes gens, merci. je vous Merci, salue bien président. bas et je vous dis peut-être à un prochain message. D'accord? Oui, Ok. parce il faut qu'on informe après les auditeurs de la suite qu'il va être donnée à ça et sur les autres dossiers. D'accord. Bon, les Merci. jeunes, j'envoie Bonne du soirée. numérique. Merci à vous. Salut. Merci. Merci. Merci À bientôt. infiniment. Voilà. Au À revoir. bientôt.